bonne manière de remonter le temps, du coup d'où le nom de la conférence Back to the Agile, de remonter le temps pour aller vraiment aux racines de l'agilité. Dans le sens où très souvent quand on discute avec des gens sur le qu'est-ce que c'est que l'agilité, on parle parfois de 2001, la signature du manifeste agile, on parle parfois de 1960, Lean, Toyota. On peut aller beaucoup plus loin en fait et c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Pour remonter le temps, en 2018 on ne sait pas vraiment le faire. Par contre le doc qui est là, il a promis qu'il m'appellerait vers 13h20. Justement pour nous passer un message et nous dire de son observation à lui qui est responsable de la mouvance agile. Du coup, j'attends un petit peu son coup de fil. Hey, ça tombe bien. Téléphone du futur. Allô Doc? Ouais, tu as trouvé le responsable de la mouvance agile? Très bien, attends, je te mets en ligne, je te passe les autres. Hello, everyone. Thank you for coming in such large numbers to this fantastic conference, Agile Basque Country. I hope Robin's presentation will satisfy you. Merci, Doc. Emmett? Emmett? Bon, mais désolé, ça, c'est pas tout à fait prévu. Du coup, on a perdu la connexion. Je vais devoir vous faire, moi, le petit pitch. Merci. Tout le budget effets spéciaux est déjà cramé, hein, maintenant. On passe sur des trucs normaux. On ne voit pas tout qui je suis Robin, je suis coach agile. Sans rentrer dans les détails, j'aime bien, là il y avait marqué les films sans subtilité, ça vient de se voir. Et quand j'ai essayé de comprendre ce qu'était le métier de coach agile, je lui ai dit que c'était organisateur de la désobéissance en entreprise. Vous allez comprendre, j'espère, pourquoi. Dans cette conférence, vous l'avez déjà vu, il y a un petit peu d'agile, il y a un petit peu de science, il y a un petit peu d'histoire. Et le contenu de la conf est ce que j'appelle moi capillotracté, tiré par les cheveux. Vous êtes prévenus, j'espère que ça va vous convenir, parce que c'est un petit voyage dans le temps même, je dirais. Et donc est-ce que vous êtes prêts? Oui. Et merci, ça va être un bide. Juste pour se mettre d'accord, je ne vais pas parler de méthode, vous savez, on fait toujours la distinction entre être agile et faire de l'agile. Je ne parle pas de méthode, je ne parle pas de Scrum, de Kanban, etc. Je vais effectivement, un petit peu comme on le disait ce matin, parler de l'agilité en tant que, alors que moi j'appelle ça de mouvance, de philosophie, d'état d'esprit, etc. On ne refait pas le débat, mais néanmoins, on ne le voit pas, mais être agile, qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'ai fait un post sur LinkedIn, ce matin ça avait un peu bougé, sur lequel j'ai eu une centaine de réponses sur le « dites-moi ce qu'est agile en un seul mot ». Et en fait, j'avais eu plein de trucs. C'est de l'adaptation du client, du bullshit. J'ai eu équanimité, ça je vous laisserai demander à Frédéric Faure, qui est responsable, qu'est-ce que ça veut dire. Bref, j'ai eu plein de choses comme ça et j'ai essayé de les ranger en catégories, sans parler des valeurs agiles. Les catégories que j'ai obtenues, c'est OK, finalement, l'agilité, c'est un savant mélange de 5 composantes qui sont se poser les bonnes questions, c'est vachement important, s'adapter au changement, ça on le sait, une volonté de s'améliorer continuellement, limiter les gaspillages et satisfaire le client. Donc là, dans la suite de la conférence, je vais aller chercher finalement, en remontant un petit peu le temps, d'où viennent finalement ces différentes composantes. Allez, on est parti. Donc aujourd'hui, on est le 21 septembre 2018 et je vais parler dans cette timeline des principaux événements qui ont marqué l'histoire de l'agile. 2016, le premier Agile Pays Basque. Merci. On remonte. 2012, l'agilité à l'échelle. Je l'ai quand même mis, je ne suis pas fan, mais je l'ai quand même mis là. 2009, maintenant, le manifeste j'arrive pas à le dire, trop de stress. Software Craftsmanship. 2001, le manifeste agile, et on voit effectivement l'apparition, pour moi, à ce moment-là, des 5 composantes réunies. Souvent, on remonte là. Maintenant, on continue à remonter un petit peu. 1991, je ne sais pas si vous l'aviez là, c'est la première fois où on associe agilité et satisfaction client dans un même bouquin. Le bouquin est chiant, ceci dit, mais vous pouvez aller le lire. Je l'ai fait pour la conférence et j'en ai pas tiré grand-chose. Si on continue à remonter, du coup, on arrive sur la gestion du gaspillage, qu'on associe souvent à Taiichi Ohno, Toyota, etc. Est-ce que pour vous, Taiichi Ohno est un agiliste insoupçonné ? Non, parce qu'on le connaît, il n'est pas insoupçonné. Par contre, remontons dans le temps, et on va faire un Taiichi Ohno vs Bruce Lee vs les deux. J'ai une conf qui s'appelle aussi le Agile Burger Quiz. Je vous mets quelques petits slides là-dessus. Du coup, vous connaissez le Burger Quiz, le si, si, oui, 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 ou les deux, madame.
Elle vit dans un pays imaginaire. Si, oui, ou les deux. Non, il vit, c'était oui. Bon, sur le même principe. Il cherche à limiter le gaspillage. Si, oui. Enfin, Taishi Ohno, Bruce Lee ou les deux? Les deux, effectivement. On va le voir après. Il a une approche empirique. Bruce Lee, Taishi Ohno ou les deux? Les deux, c'est vrai. Il s'inspire ouvertement des travaux de Deming. Eh ben, bon, tu verras. Il évoque le Chouari dans ses écrits. Les deux, à peu près. Il a créé son propre art martial. Non, c'est que Bruce Lee. Et c'est un agiliste, les deux. Voyons pourquoi. Bon, brièvement, Bruce Lee, on le sait peut-être pas, mais c'était un bad boy né aux États-Unis, retourné en Chine. Quand il commence à être petit racaille, à faire trop de raquettes, etc., ses parents le renvoient terminer ses études aux États-Unis. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? C'est parce qu'assez rapidement, il a été initié aux arts martiaux et il a créé son propre art martial qui s'appelle le Jeet Kune Do. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est parce qu'en fait, le Jeet Kune Do a été créé dans la fin des années 60, vers 1967-68, ça a été formalisé. Et quelques années avant, 1960, 59, 60, 61, on a eu la formalisation via Taishi Ohno des principes du Lean. Et du coup, concrètement, en fait, Bruce Lee s'est vachement inspiré des écrits de Taishi Ohno pour formaliser son art martial. Par exemple, Taishi Ohno disait le gaspillage est tout sauf la quantité minimum requise. Enfin bref, je ne vous fais pas la définition, elle est longue. Bruce Lee lui dit débarrassez-vous du nombre indispensable. Dans ce qu'il dit, c'était voilà, je pars du corps, je dois aller intercepter quelque chose, je ne veux pas faire de fioriture comme il y a au Kung Fu, je vais du point A au point B par le chemin le plus direct. Du coup, ça lui donne un petit côté de bad boy. Autre chose, je ne vais pas vous faire tous les trucs, mais sur les 5 composantes qui étaient s'améliorer, s'adapter, etc., dans son principe de vie, il a toujours eu des citations voilà, sur les petits pas, par exemple. Il ne faut pas passer trop de temps à faire quelque chose, il faut chaque jour avancer un petit peu, etc. Mais c'est extrêmement intéressant, et j'espère que vous le voyez là. Je pourrais en parler 3 heures, donc j'essaye d'aller vite parce que j'ai 30 minutes, mais de voir comment il a formalisé son art martial. Autre chose, quand on disait qu'il s'était inspiré de Deming, ça c'est la roue que vous connaissez, PDCA, sur on va dire l'amélioration continue. Et ça, c'est les principes d'amélioration continue du Jeet Kune Do. Donc ça, c'est 1900. Allez, c'est même avant, ça c'est 1939-40 Deming. Et Bruce Lee, ça venait en 60, mais donc il s'était vraiment ouvertement inspiré. Allez, on continue à remonter le temps, si vous êtes d'accord. Tout en parlant de Deming, donc 1939, la route Deming. Alors ça va faire bondir normalement tout le monde dans la salle. Toyota, je l'ai mis ici parce que pour moi, c'est l'émergence des processus et finalement, nous, on construit des processus d'amélioration des processus et donc je trouvais que c'était intéressant d'en parler. On remonte encore avant les années 1900, 1859, Darwin. Je trouve que c'est ultra intéressant d'en parler. Vous savez, le côté s'adapter au changement. Ben, finalement, c'est un peu Darwin qui l'a posé, donc remontons encore dans le temps en 1859. Darwin, vous connaissez un peu sa vie? Oui, ben je la fais quand même. C'est le fils d'une fratrie de 6 enfants. Lui, c'est le 5e. Son père était médecin, il voulait qu'il soit médecin. Lui, il faisait tout sauf aller au cours. Il allait disséquer des grenouilles, faire plein de trucs et autres. Et donc son père n'était pas content du tout. Et un jour, on lui propose d'embarquer sur un bateau qui s'appelle le Beagle pour aller faire la cartographie de l'Amérique du Sud. Son père ne voulait pas le laisser partir, il arrive à le convaincre parce que finalement, comme il ne bossait pas, il coûtait beaucoup d'argent. Et là, au moins, il n'en coûterait pas. Donc il part et il va faire le tour des Galapagos. Et dans les Galapagos, il voit qu'il y a des espèces, finalement des espèces endémiques qui évoluent. Et que suivant leur évolution, dépend une seule espèce a donné vie à plusieurs sous-espèces en fonction de l'environnement dans lequel elles grandissent. De ça, il tire... Ah, on ne voit pas les citations, ça me gêne un peu. Mais voilà, les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. D'ailleurs, s'adapter au changement plus que de suivre un plan, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ok. Bon, ok, la 4e valeur agile pour ceux qui ont fait des gros yeux. Je veux parler ici de 2 choses que je trouve un petit peu rigolotes, un petit peu intéressantes. Je vous ai dit, ça part dans tous les sens, on parle d'histoire, on parle de science, etc. Là, je vais parler... Déjà, de la différence entre s'adapter et évoluer, et le côté, vous allez comprendre pourquoi, hein, je le ramène dans un contexte agile, et le côté, justement, évolution d'une espèce et la notion de trou évolutif. Darwin, sur les îles Galapagos, il a observé une grenouille qui s'appelle la grenouille Kwassa Kwassa, pour info. Et cette grenouille, le mâle chante. Plus il chante fort, plus il a des chances que les femelles l'entendent et viennent le rejoindre. Okay,
Donc l'espèce a évolué en chantant de plus en plus fort et autres. Le problème, c'est qu'à un moment, ils ont atteint un stade où quand le mâle chantait trop fort, eh ben, il se faisait bouffer par les prédateurs qui l'entendaient et qui venaient aussi le manger. Et du coup, l'espèce est tombée dans un espèce de trou évolutif où s'ils chantent plus fort, ils se font manger. S'ils chantent moins fort, les femelles n'entendent plus et viennent plus se reproduire. Cette espèce ne peut plus évoluer. Par contre, elle peut s'adapter. S'adapter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire changer finalement d'écosystème. Pourquoi pas bouger de quelques kilomètres pour aller dans un endroit où il y a moins de prédateurs, et là, elle va survivre. Il y a la différence, vous l'avez, entre donc s'adapter et évoluer. Ok. Maintenant, venons sur un concept plus agile, ce que j'appelle moi la métastabilité agile. Finalement, si je tire à max les concepts de Darwin et que je nous l'applique à nous, les humains, on est de base, quand on est plus dans une espèce de philosophie agile. Pourquoi? Parce qu'on s'adapte au changement, etc. Qu'est-ce qui, d'après vous, a fait qu'on... Enfin, pour moi, il y a eu une perturbation qui est arrivée, qui était la sédentarisation, et quand on est devenu sédentaire en tant qu'espèce humaine, on a dû commencer à planifier. Pourquoi? Pour savoir, tiens, qu'est-ce que je vais manger dans 2 ans? Il faut peut-être que je fasse des récoltes. Pour faire des récoltes, il faut que je plante, etc., etc. Et du coup, dû à cette sédentarisation, on est complètement sorti de l'état d'esprit agile, on est tombé dans une espèce de volonté de planification pour se nourrir, pour se loger, pour prévoir de l'élevage. Tiens, il faut que je plante telle plante pour pouvoir me nourrir mes animaux dans 6 mois, etc., etc. Et à force de planifier, un petit peu comme la grenouille Kwassa, on est tombé dans un espèce de trou de la planification et c'est très dur d'en sortir. Je vous renvoie du coup sur la conférence de ce matin, sur la keynote que Frédéric nous a faite. Mais bon, bref, je voulais dire, voilà, effectivement, quand on planifie, c'est très dur de réussir à se sortir de cette chose-là et à vous de trouver les solutions. Remontons encore un petit peu le temps. Donc on était en 1859, 10 ans avant. 1849, parce qu'il nous manque encore la brique se poser les bonnes questions. Est-ce que vous connaissez ce monsieur qui s'appelle David Henry Thoreau? Je vais l'appeler Thoreau d'ailleurs pour la suite. Ouais. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que je m'appelle organisateur de la désobéissance en entreprise. Ce monsieur, bon, en fait, la légende est un peu surfaite. C'était on va dire un noble américain qui avait décidé de vivre un petit peu isolé en ermite du reste du monde. Et pourquoi est-ce qu'il a été connu? C'est parce qu'il a fait un petit peu du bruit autour du fait qu'il ne voulait pas payer ses impôts. Je m'explique, il y avait une taxe spéciale guerre du Mexique dans ces années-là entre le Mexique et les États-Unis, et lui refusait de payer cette taxe en disant « Pour moi, cet ordre n'est pas légitime, et donc je ne vais pas payer la taxe ». Bon, bref, je reviens sur le se poser les bonnes questions. Est-ce que vous connaissez l'expérience de Milgram? Oui, tous? Bon, c'est le côté, vous savez, on demande à quelqu'un d'électrocuter quelqu'un d'autre pour des raisons complètement aléatoires et plus de 2 tiers des gens le font. J'ai fait une expérience marrante chez un des clients, expérience marrante, j'ai bossé 2 ans là-bas et en préparant la conf, je me suis dit, tiens, je vais mener une expérience sur 2 jours, j'avais fait des belles choses avec les équipes et je leur ai donné, entre guillemets, je passais dans une posture de manager un peu bête, je leur ai donné des ordres contradictoires et qui défaisaient ce qu'on venait de faire. Ils ont rouspété peut-être, mais sur les 2 jours, ils ont tous fait ce que je leur disais de faire. Alors que ce n'était pas des ordres légitimes, ça ne servait à rien, il n'y avait pas d'intention derrière, ça ne satisfaisait personne, etc. Et les gens l'ont fait quand même tous. Et du coup, pour moi, ce n'est même pas les 2 tiers, c'est 90% des gens en entreprise, parce qu'on a un chef qui nous semble légitime d'éducation, de culture, quand on nous demande de faire quelque chose, on le fait. Ils auraient pu me demander, j'aurais arrêté l'expérience, ils m'avaient dit « mais à quoi ça sert ton truc ?» Franchement, j'aurais arrêté. Et personne ne m'a posé ces questions-là. Du coup, d'où le côté, voilà, sur les composantes agiles, dû se poser les bonnes questions. Pour moi, lui, 1849, c'est une des composantes importantes. Si maintenant, on remonte encore avant, donc David Henry Thoreau, je viens de vous expliquer un petit peu sa vie, j'ai trouvé que c'était très marrant, il y a beaucoup de corrélation entre la désobéissance civile et la désobéissance en entreprise. Je vais vous montrer une petite vidéo d'un organisateur de la désobéissance civile en France. Ne soyez pas révolutionnaire à la fin de la conférence, mais on fera des accroches avec le monde agile. Ce monsieur que vous allez voir s'appelle Vincent Verza. Ça peut vous surprendre un peu le contenu, mais il explique comment résister passivement. Je vous montre ça et après on débrief. Parlons-en de l'organisation. Rien n'est laissé au hasard. On a toujours une longueur d'avance sur la police parce qu'on est vachement mieux organisé qu'eux. Là où la police fonctionne de manière extrêmement verticale avec un chef de peloton qui décide pour tous les autres, on a beaucoup tendance à fonctionner de manière beaucoup plus horizontale avec des groupes affinitaires. Dans un groupe affinitaire, on regroupe des gens qui sont prêts à prendre les mêmes risques. Et on fonctionne aussi par binômes. Des binômes qui sont prêts à se soutenir dans l'action et à décider pour eux-mêmes comment agir. Chacun décide ce à quoi il est prêt. Bon, petite vidéo.
Je voulais juste montrer quelques petites choses. Vous savez, on parle souvent de structure d'équipe. Bon, ça, c'est les dessins de Kniberg. Mais c'était juste le côté équipe auto-organisée. Alors lui, il parle de culture verticale, culture horizontale. On peut retourner le schéma là, sur Kniberg. C'était finalement la même chose, mais représenté d'une manière différente. On parle d'équipes auto-organisées, d'équipes qui sont capables de mener un besoin de bout en bout, d'équipes justement avec le rôle du manager qui est dispatché sur les personnes dans l'équipe. Bref, je trouvais qu'il y avait beaucoup déjà de corrélation entre la manière de désobéir civilement et la manière de... Et puis finalement, ce qu'on exprime maintenant 200 ans après. Autre chose, à un moment, il parle de groupe affinitaire. Vous connaissez un petit peu ce schéma, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, grosso modo, dans une équipe, on va avoir des corps de métiers différents. Imaginons que j'ai un corps de métier, un product owner, un scrum master. On fait des tribus de scrum master, des tribus de product owner. C'est ce que lui appelle les groupes identitaires. Et ce que Thoreau avait mis dans ses écrits en 1849, ça ressemblait un peu à ça. Le bouquin fait 50 pages et il est intéressant pour le coup, celui qui s'appelle Désobéissance civile, vous pouvez le lire. Dernière chose, il parle de « et nous, on travaille toujours par binôme pour résister, on s'occupe l'un de l'autre ». Je trouvais que c'était marrant. Alors effectivement, c'est capillotracté, je l'ai dit dès le début, mais le côté pair programming. Le pair programming, pour moi, est inventé par Thoreau en 1849. Bon, bref. Remontons un petit peu le temps. Thoreau, il y en a certains qui ont vu la vanne. Thoreau, il s'est inspiré, lui, de la Révolution française. C'est pas faux. Il s'est inspiré, du coup, de ce qu'avaient fait les Français quand il a résisté comme ça, en disant « Les Français, ils ont fait la Révolution, une résistance agressive. Moi, je vais désobéir, mais une désobéissance, c'est pas agressif, c'est une désobéissance passive. » Petit aparté, d'ailleurs, Gandhi et autres se sont inspirés eux-mêmes de Thoreau. Et si on remonte encore, la Révolution française s'est inspirée de la conspiration des poudres, dont Guy Fawkes, en anglais, Guy, d'ailleurs, on dit Gill Fawkes. Et donc, les méthodes agiles viennent de Gill Fawkes. Et c'est pas Gilles, G-I-2-L-E-S. C'est voilà, les méthodes agiles, mais G-I-L, pensez-y. C'est monsieur, on en a perdu une ou deux. C'est pour moi ce monsieur-là en 1605, du coup, parce que depuis 1605, on a se poser les bonnes questions, s'adapter, s'améliorer, satisfaire le client. Et j'en ai loupé une cinquième, je ne l'ai plus. Mais c'est depuis 1605 qu'on remonte. D'ailleurs, comment s'appelle la dame à ta gauche, Rachel? Tu connais son prénom? Non, mais Rachel, tu es plutôt d'accord avec ce que je viens de dire ou pas? Totalement d'accord. Ok, du coup, je voulais juste vous parler rapidement, une petite trentaine de minutes, de Bruce Lee, Charles Darwin, Thoreau et Gill Fawkes, qui sont pour moi des agilistes insoupçonnés, mais qui étaient vraiment ancrés dans la mouvance agile. Encore deux slides. Vous connaissez Kondratiev? Je trouvais ça assez marrant. Vous savez, c'est en fonction de l'écosystème mondial, l'évolution finalement des process industriels ou des méthodologies de travail. Et du coup, si on suit un petit peu ce que lui avait posé, je ne sais plus, mais au début du siècle, en 2030, l'agilité devrait évoluer. Il dit que là, la prochaine brique, c'est le télétravail. Ça, c'est juste une ouverture pour terminer la conférence. Et enfin, on vient de faire un petit voyage dans le temps, c'est presque terminé. Est-ce que vous pensez qu'on a réellement voyagé dans le temps? Oui, en fait, on a réellement voyagé dans le temps. Depuis le début, regardez, j'ai un petit journal dans ma poche qui est daté du 22 décembre. Et d'ailleurs, j'ai marqué sur ce journal « Miracle lors de l'Agile Pays Basque, Rachel Jolin-Dubois était d'accord. » Voilà. Bon, c'est terminé. Merci. Voilà, bon, c'était un petit voyage, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, en vrai, c'est plus plein d'informations comme ça. C'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Merci.